Alors, bonjour, merci beaucoup d'être venu en si grand nombre là, aujourd'hui. C'est toujours très agréable de voir que c'est un si grand succès. Là. Vous êtes déjà plus de 70 à participer à cette présentation. Ma présentation aujourd'hui sera relativement courte comparativement à ce que j'ai fait au dernier séminaire. J'ai prévu environ une dizaine de minutes, essentiellement pour résumer qu'est-ce qui a été fait dans la dernière année, qui était aussi la première année d'activité de la chaire de recherche en géothermie. Alors, et à la suite de cette présentation, je vais avoir probablement 5 à 10 minutes pour répondre à vos éventuelles questions. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les activités de la chaire, on débute notre deuxième année d'activité en ce moment. L'objectif principal de la chaire, c'est de lever rapidement les barrières à l'utilisation des puits à colonnes permanentes au Québec. En d'autres termes, à accélérer le déploiement d'une technologie qui a un très grand potentiel de réduction de consommation d'énergie, réduction de l'appel de puissance en pointe, mais aussi d'émissions de gaz à effet de serre. Pour rappel, outre cet objectif principal, en fait, les activités de la chaire reposent sur la réalisation de 3 projets de démonstration en réel, réalisés avec lesquels on va faire 24 projets de recherche qui sont réalisés par 35 étudiants. Les activités de recherche et de démonstration, en fait, visent à atteindre 4 objectifs spécifiques. Le premier, réduire l'appel de puissance en pointe et opérer efficacement des PCP. Le deuxième objectif, acquérir, concevoir, valider, mais surtout démontrer le potentiel d'économie d'énergie des puits à colonnes permanentes dans un contexte climatique et hydrogéologique québécois. Un autre objectif, c'est de suivre la qualité des eaux souterraines et on l'espère illustrer l'innocuité des PCP dans un contexte environnemental. Et finalement, former, changer les perceptions et diffuser, transférer les connaissances. C'est un peu ce qui nous rassemble aujourd'hui, cette activité de transfert de connaissances. Une chose dès le départ, lorsqu'on a commencé à travailler ce projet de partenariat, la structure qui a été retenue visait à réaliser des projets de démonstration. En fait, l'idée était la suivante, c'est qu'on avait beau vouloir faire de beaux projets de recherche et de développement, si on n'était pas capable de transférer très, très rapidement ces connaissances vers le marché du travail, vers les utilisateurs ultimes, qui sont les boîtes de consultants qui vont être, et les entrepreneurs et les utilisateurs de ces systèmes, on était dans une situation où on n'était pas en mesure d'atteindre notre objectif principal. Donc, la chaire est structurée de la façon suivante. On a 3 projets de démonstration qui sont prévus. Le premier avec le centre de service de la Seigneurie des Mille-Îles, le deuxième avec le centre de service scolaire de Montréal et le troisième avec le centre de service scolaire des Samars. L'idée ici est de travailler avec ces 3 commissions scolaires qui, eux, vont chacune avoir une équipe de consultants pour prévoir, concevoir le système, mais aussi une équipe d'entrepreneurs qui vont ultimement construire les systèmes. À gauche, vous avez les autres partenaires de type recherche, donc Polytechnique, TANMET et l'Université de Montréal, qui, eux, vont venir offrir du support aux étudiants qui vont faire les projets de recherche. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, lui, finance les coûts de construction des puits à colonnes permanentes. Et autour de ça, il y a Hydro-Québec qui finance les travaux et Marmotte Énergie et Versant Profil qui viennent offrir un support technique très spécifique sur certaines parties des projets de recherche ou projets de construction. Donc, c'est la structure actuelle du partenariat. Et maintenant, on est à la fin de la première année et on est presque sur le point de commencer la construction du premier projet de démonstration. Le premier projet, c'est à l'école La Clé des Champs à Mirabel, sur la couronne nord de Montréal. Dans la dernière année, on n'a pas chômé. On a réalisé, en fait, en nous, 2 forages exploratoires. On a mis en service au mois de septembre 2020 une unité de réponse thermique qui est dédiée à la réalisation d'essais sur des puits à colonnes permanentes.
On a réalisé des essais de pompage, des essais de réponse thermique pour acquérir des paramètres locaux là, sur les sites, le site de Mirabel. Et à partir de septembre, ben, les étudiants et l'équipe de Polytechnique et de Calmette, on a participé à environ une vingtaine de réunions de conception et de coordination avec les consultants de la CSSMI. On a offert un support à la demande de certification environnementale requise pour opérer les systèmes. Mais on a mis aussi beaucoup de temps pour simuler et concevoir le champ de pluie géothermique. Je vais vous montrer les résultats tout à l'heure. On a participé à une demande de CA qui a été transmise en décembre 2020. On a préparé les plans et devis en janvier. On a, et dans le cadre du projet, ben, les soumissions ont été reçues en mars 2021. Le projet a été octroyé la semaine dernière et pour une construction qui est prévue donc à l'été 2021. Donc, c'est certain que ça a été pour nous une période de démarrage, d'organisation à tout point de vue. Mais bon, et à travers tout ça, on a eu des délais causés par la pandémie de COVID, notamment la mise en service de l'unité de réponse thermique aurait dû se prévoir au mois de juin. On a eu l'unité seulement en septembre, etc. Quelques résultats, je ne veux pas m'étendre trop longtemps. Nos 2 forages exploratoires. Alors, voyez en bas à gauche la cour d'école de l'école La Clé des Champs. On a réalisé donc en août 2020 2 forages exploratoires. Le premier, le PE 2001, était déjà destiné pour devenir un puits à colonne d'opération. Le PE 2002, lui, était initialement, et il va l'être encore, destiné à devenir un puits d'injection pour récupérer les eaux de saignée sur le site. On a eu des conditions, on espérait initialement, on avait budgété faire 2 forages de 300 mètres de profondeur. On avait des indications comme quoi ça serait probablement impossible compte tenu des conditions hydrogéologiques. Et effectivement, nos indications étaient bonnes. En fait, ce qui s'est produit, et c'est un très, très beau problème, là, à 133 mètres, 135 mètres environ de profondeur, les venues d'eau en base des 2 forages étaient tellement élevées qu'on a été incapable de descendre plus profond. Juste pour vous dire, on a capté des venues d'eau de 1300, de l'ordre de 1300 litres par minute à 135 mètres de profondeur. Donc, de très, très grands débits d'eau. La réalisation des forages exploratoires, les échantillonnages d'eau, les essais de pompage, tout ça, nous ont montré qu'en fait, on rencontrait toutes des conditions favorables pour les PCP, c'est-à-dire un soc rocheux peu profond, une nappe phréatique peu profonde, donc des coûts de pompage beaucoup moins chers, une eau souterraine peu réactive chimiquement, une conductivité thermique élevée, je vais vous en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure, une perméabilité élevée, des fractures à la base des PCP, ça aussi, ça a été une très, très bonne nouvelle, je vais vous en glisser quelques mots, et des risques de biocolmatage faibles. Donc, à travers tout ça, au mois d'octobre 2021, on a réalisé un essai de réponse thermique à une puissance de chauffage de 22 kW là, pour une profondeur de plus de 133 mètres. Pour votre information, là, normalement, là, un essai de réponse thermique typique sur un puits en boucle fermée, c'est à une puissance de 10 kW pour un puits de 150 mètres. Donc ça, c'est typiquement. Le puits à colonne a été opéré sans saignée, mais avec un pompage en haut et une réinjection en bas. C'est une stratégie qu'on a utilisée depuis quelques années dans notre groupe de recherche. On va un petit peu à l'inverse de ce qui se fait depuis une trentaine d'années aux États-Unis. L'idée, c'est qu'en pompant en haut et en réinjectant en bas, on réduit les coûts de construction du puits. On facilite aussi des opérations de maintenance parce qu'on a beaucoup moins de tuyaux installés dans le puits. Donc, on conçu le puits et l'opéré comme ça. L'essai de réponse thermique a montré qu'après seulement 24 heures, on avait réussi à stabiliser les températures dans l'unité. Et ça, je répète, là, à une puissance de chauffage de 22 kW, avec une perturbation d'environ 3 degrés Celsius. Pour ceux qui s'y connaissent pas, là, une stabilisation après 24 heures, un régime permanent après 24 heures, un delta T de 3 degrés Celsius, à une puissance de 22 kW là, pour un puits de 130 mètres, là, c'est exceptionnel. Ce sont des performances thermiques exceptionnelles et ça, je le répète, sans saignée. La saignée qui est en mesure généralement là, de presque doubler les performances thermiques à court terme.
Ça nous mène à une conductivité thermique apparente, là, si on prend les approximations de premier ordre, de l'ordre de 70 watts par mètre Kelvin, ce qui est absolument pas possible pour des matériaux géologiques. Ce qui veut dire que il y a un autre mécanisme qui était en opération, l'autre mécanisme de transfert de chaleur en opération pendant notre essai de réponse thermique. Je vais en parler dans quelques instants. La performance thermique exceptionnelle du PCP, là, de l'ordre de 165 watts par mètre de forage, en fait, s'explique essentiellement par la présence de cette zone très fracturée à la base. Stéphanie Robert, qui est une étudiante à la maîtrise, là, qui est financée par les travaux de la chaire, a monté un modèle numérique 3D. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, avec à la base, qui incorpore à la base du modèle des conductivités hydrauliques élevées, telles qu'on les a observées sur le terrain. Vous voyez à droite de la diapo, en fait, une simulation numérique du puits d'essai pendant l'essai de réponse thermique, là, une fois calées les températures. Ce qu'on observe, c'est que lors de l'opération de recirculation, la pompe qui est située en haut avait tendance à capter les eaux dans la partie supérieure du puits où c'est relativement peu perméable. L'eau chaude était, elle, injectée à la base du puits et comme on a une zone très perméable en bas, ben, on avait tendance à injecter de l'eau chaude à la base du puits et cette eau se dissipait naturellement dans la formation plus perméable. Ce qui veut dire que dans le contexte de Mirabel, ben, on a des conditions géologiques très intéressantes, mais aussi que de prélever de l'eau au sommet et de la réinjecter à la base, ben, sans saigner, nous mène à des performances très, très appréciables. Donc, sur la base de ces informations, on a développé un modèle numérique 3D. Alors, vous voyez à droite de la diapo 5 PCP. Là, le concept qui a été retenu, c'est 5 puits à colonne. Vous les voyez illustrés en rouge là, sur la photo aérienne centrale. On a donc 5 puits à colonne qui vont parfois, si le besoin est requis, saigner une partie des eaux de recirculation. Cette eau de recirculation va être transférée à un puits d'injection qui est situé en amont, en aval hydraulique, pardon, des 5 puits à colonne. Vous voyez en bleu, en fait, près de tout ce qu'on voit, en fait, sur l'image de droite, qui est la simulation numérique, ben, c'est la perturbation thermique qui est relativement faible en termes de delta T, causée par le puits d'injection, en fait. Et on voit peu d'interférences thermiques et hydrauliques entre les 5 puits à colonne. Bien sûr, tout ça, c'est basé sur des simulations, des prédictions de charge thermique. Ceci dit, on a du jeu. J'ai été très, très conservateur dans la simulation. Donc, au final, le système qui va être construit l'été prochain va être basé sur 5 puits à colonne, un puits d'injection de 135 mètres, ce qui correspond à 17,8 kW par PCP. Et là, on parle de charge au sol, là, pas de charge du bâtiment. Donc, c'est un très bon concept. Pour assurer une construction adéquate, on a préparé des plans et devis là, que vous voyez dans un exemple à droite de la diapo. Je vous rappelle que ces plans et devis types sont disponibles sur le site de la chaire. Ils sont disponibles pour utilisation gratuite et immédiate. Petit point, on a aussi prévu la construction de 7 puits d'observation afin de suivre la qualité des eaux souterraines. Ça revient en fait, ça fait partie des surcoûts qui vont être payés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. L'idée ici, ben, c'est pour atteindre un de nos 4 objectifs spécifiques, c'est-à-dire monitorer, suivre la qualité des eaux souterraines. Et à partir de septembre, et pour une période de presque 5 ans, on va suivre la qualité des eaux souterraines. Donc, l'ensemble des travaux de conception, de caractérisation hydrogéologique et géothermique nous a permis de donner un coup de main à Richelieu Hydrogéologie et de préparer une demande de CA qui a été complétée, soumise au ministère de l'Environnement en décembre 2020. Je termine avec cette dernière diapo. C'est pas vraiment une conclusion, mais j'en profite pour dire quelques constatations après
une année d'opération. Il est clair pour moi que la structure du partenariat là, qui a été développée lors de la demande de subvention initiale et qui est maintenant vraiment vivante depuis un an, là, permet un transfert de connaissances réelles et rapide vers les différents acteurs du milieu, mais aussi facilite l'atteinte des objectifs de la chaire, objectifs scientifiques, là, il va sans dire. Sur la base des essais réalisés, le site de la Clé des Champs est très favorable au PCP. Donc, pour le moment, on n'entrevoit pas de problème. Il est certain qu'on a échappé des problèmes, des petites choses. C'est certain qu'il va y avoir des ajustements à faire lors de l'opération, mais on n'entrevoit pas de problème majeur à ce stade. Les travaux de recherche, notamment les travaux de Stéphanie Robert, là, laissent entrevoir des possibilités de gains supplémentaires en termes de performance thermique lors de l'opération des PCP. Ça, on va pousser ça davantage dans les prochaines années. Puis ben, une chose qu'on savait, mais qui nous a peut-être surpris par l'ampleur, ben, c'est, disons, les délais importants engendrés par les processus réglementaires, que ce soit les processus municipaux et provinciaux. Et je pense qu'à l'avenir, je pourrais en parler peut-être plus davantage dans les questions, il va falloir qu'on incorpore mieux ces délais-là aux échéanciers de projet pour les 2 prochains projets de démonstration. Donc, ça termine ce que je voulais vous dire.